Le soir de Noël, je recousais la poitrine d'un homme aux urgences de l'hôpital Bichat quand mon téléphone a affiché un message de ma fille de 16 ans. Il n'y a pas de place pour moi à table. Pendant que je sauvais la vie d'un inconnu, mes parents et ma sœur l'avaient renvoyé de notre dîner familial. 60 kilomètres seul à travers une tempête de neige. Je m'appelle Léo Valère. Voici comment j'ai appris que le silence peut faire plus mal que n'importe quelle trahison. Jusqu'au jour où je l'ai enfin brisé. Quand je suis rentré après minuit dans notre appartement du 20e, Chloé était recroquevillée sur le canapé, encore en manteau. Ses bottes près de la porte, son sac fermé. Elle était censée passer la nuit à Chenonceau chez mes parents, comme chaque Noël. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» ai-je murmuré. « Ils ont dit qu'il n'y avait pas de place, » murmura-t-elle. « Grand-mère a dit qu'elle ne m'attendait pas, qu'ils avaient déjà trop de monde. Elle ne pouvait pas ajouter une chaise. »« Tu es arrivé en retard ?»« Non, j'étais en avance. J'avais apporté des cookies. » Elle a ri amèrement. Il y avait 28 personnes. La fille de tante Sienna était à ma place. Grand-mère a dit « C'est trop bondé cette année. » Sur le comptoir, une tranche de pain froid et une demi-orange sur une serviette. Son dîner de Noël. Quelque chose s'est brisé en moi. Ils ne t'ont pas proposé de te ramener ? Elle a secoué la tête. Je ne voulais pas les déranger. Je me suis assis à côté d'elle. Elle s'est blottie contre moi. Je sais qu'ils ne t'aiment pas, chuchota-t-elle. Mais je pensais que c'était juste entre toi et eux, pas moi. Plus tard, quand elle s'est endormie, j'ai fixé son sac préparé avec soin. La boîte de cookies fait maison, scellée d'un ruban rouge. Le frigo vide, juste du lait, de la moutarde, une bouteille d'eau. Nous n'avions pas prévu de plan B. Nous leur faisions confiance. Ce n'était pas le pain ou le silence qui m'a brisé. C'était l'image d'eux regardant ma fille dans les yeux et décidant qu'elle n'avait pas sa place. Je suis allé à mon bureau, j'ai sorti le dossier des relevés hypothécaires et des actes. La maison à Chenonceau, celle que j'avais achetée il y a 7 ans, où mes parents vivaient sans loyer. La maison à mon nom. J'ai glissé les papiers dans une enveloppe blanche. Mon pouls était calme. Pas tremblant, pas en colère, juste clair. Je ne discuterai pas, ai-je murmuré. J'agirai. J'ai posé l'enveloppe sur le comptoir, à côté du pain froid. Demain, ils la liront. Le lendemain matin, Chloé dormait encore quand je me suis assis avec mon café, fixant le dossier. Ce n'était pas la première fois que je l'ouvrais, mais la première fois que je regardais vraiment ce qu'il représentait. Pas de l'argent, du contrôle, de l'histoire. Grandir à Chenonceau signifiait vivre selon des règles non écrites. Ma mère, Marguerite, dirigeait la maison Valère comme une scène de théâtre. Elle possédait une boutique d'antiquités et croyait que les apparences étaient tout. Mon père, Richard, enseignait l'histoire au lycée. La curiosité était un péché, le silence était la sécurité. À 8 ans, j'ai demandé un microscope pour Noël. Ma mère a ri. Un jouet pour les enfants qui aiment disséquer les choses. Mon père a dit « Les gens intelligents mettent les autres mal à l'aise, Léo. Ne fais pas de ça une habitude. » Quand j'ai décidé d'aller en médecine, ma mère a dit « Tu répares des inconnus pendant que ta propre famille s'effondre. » Ma sœur Sienna a abandonné ses études pour l'événementiel. Ses échecs devenaient des anecdotes charmantes. Mes succès, des menaces. Quand je me suis marié, personne n'est venu. Sienna avait un événement. Quand ma femme est morte 5 ans plus tard, ils ont dit « C'est le prix de tes choix. » J'ai arrêté d'attendre du réconfort. J'ai envoyé de l'argent. Quand mes parents ont vieilli, je leur ai acheté une maison à Chenonceau, à mon nom. 7 ans de crédit, facture, assurance santé. Chaque Noël, ils y organisèrent le dîner. Mais au fil des années, les factures augmentaient, des pics à chaque nouveau client de Sienna. La maison que je payais était devenue son entrepôt et sa cuisine de préparation. 2 semaines avant Noël, j'ai trouvé un vieux email entre ma mère et une tante. Léo a toujours été instable, trop émotif pour un homme. On l'aime, mais il ne gère pas bien la vie. Elle avait construit ce récit bien avant Chloé. La nuit où ils ont renvoyé ma fille affamée, ce n'était pas une erreur. C'était une tradition. J'ai ouvert mon ordinateur, documentant chaque paiement, chaque dépense. Une chronologie de loyauté confondue avec la faiblesse. J'ai joint les vieux emails. Des preuves.
pas des souvenirs. 3 semaines avant Noël, Sienna a appelé. Hé, grand frère, ce stage scientifique pour Nina? 1 200 €. Tu valorises l'éducation, non? Je suis content qu'elle soit acceptée. Mais je couvre déjà la maison, les factures, l'assurance. Vérifie les bourses. Silence glacial. Waouh, ça doit être agréable d'avoir tout et d'être quand même radin. J'ai raccroché. 1 semaine plus tard, je suis monté à Chenonceau déposer les médicaments de ma mère. Elle scotchait une liste sur le frigo, le plan de table de Noël. J'ai parcouru les noms. Richard, Marguerite, Sienna, Nina, les Keller, les Peterson, une cliente de Sienna. Pas Chloé. Chloé a hâte de venir, ai-je dit prudemment. Elle veut conduire elle-même. Maman a souri tendu. On verra. C'est bondé. Ce serait plus facile si elle restait avec toi. J'ai hoché la tête, donné les médicaments, et suis parti. Cette nuit-là, j'ai sorti la liste de ma poche. Je l'avais prise quand maman ne regardait pas. Le verso, une facture. Un brouillon de l'entreprise de Sienna. Fourniture de traiteur livrée chez les Valères le 23 décembre. La maison n'était pas seulement un foyer. C'était son lieu d'événement. Il n'avait pas manqué de chaises pour la famille. Il les avait remplies de clients qui payaient ses factures. Dans la veste de Chloé, j'ai trouvé une petite enveloppe. L'écriture de ma mère, adressée à Chloé. Le papier à l'intérieur était vierge, sauf 2 mots. Joyeux Noël. Pas de signature, pas d'amour. Cette carte inachevée pesait plus lourd que toutes les factures. La preuve qu'ils avaient fait leur choix des jours auparavant. J'ai placé le plan de table et la carte dans l'enveloppe blanche contenant les documents de la maison. Ils m'ont montré comment ils dressent leur table, ai-je dit doucement. Il est temps que j'apprenne à dresser la mienne. Le matin de Noël, j'ai rédigé un avis formel. Fin de soutien financier et expulsion dans 60 jours. J'ai appelé Jonah. Il n'a pas posé de questions. Nous avons roulé en silence vers Chenonceau. J'ai pensé à Chloé chantant des cantiques sur ce même trajet, sa voix trop lumineuse pour une famille qui ne chantait jamais en retour. À la maison, j'ai frappé. Pas de réponse. J'ai glissé l'enveloppe dans la fente du cadre de porte. Ce n'était pas une question de vengeance, une question de limite. La porte a grincé derrière moi. Ma mère, en robe de chambre, a ramassé l'enveloppe et l'a ouverte. Puis est venu le cri. « Richard, il nous met dehors !» Sienna est apparue, téléphone à la main, caméra pointée sur moi. « Voilà, la preuve. Il a perdu la tête. » Jonah a démarré. Nous sommes partis tandis que leur voix s'évanouissait dans la neige. À Paris, mon téléphone explosait. 36 appels manqués. Ta mère fait une crise. Qu'est-ce que tu as fait? Tu ne peux pas jeter ta famille comme ça. Sienna avait envoyé la vidéo au groupe familial. Il expulse nos parents le jour de Noël. Ma mère en pleurs. Sienna narrant, mon visage flouté en arrière-plan. Un commentaire m'a arrêté. Il a oublié d'où il vient. Chloé dormait. L'appartement était silencieux. Puis une nouvelle notification. Sienna avait publié la vidéo publiquement, avec mon adresse. Ce n'était plus une question de maison. C'était une question d'humiliation. Pas un seul n'avait demandé de nouvelles de Chloé. Pas un seul n'avait dit son nom. J'ai rouvert la vidéo. Pause sur le visage de ma mère. L'incrédulité devenant fureur. S'ils veulent que je sois le méchant, ai-je murmuré. Alors je leur montrerai à quoi ressemble la vérité quand elle est signée et scellée. 3 jours après Noël, ma mère est apparue dans le brouillard, enveloppée de fourrure rose, l'enveloppe froissée à la main. Elle est entrée sans attendre. Après tout ce qu'on a fait pour toi, c'est comme ça que tu nous remercies? Tu veux dire la maison que j'ai achetée, les factures que j'ai payées, ou la partie où tu as laissé ta petite fille manger du pain froid seule? Elle a ri sans humour. Il y avait 28 personnes. On ne pouvait pas ajouter une chaise. Il y avait de la place. Tu ne voulais juste pas qu'elle y soit. Tu as toujours été si sensible. On t'a mieux élevé. Tu m'as élevé à rester silencieux. Elle a saisi l'enveloppe, l'a déchirée en 2, laissant les morceaux tomber. Voilà. Maintenant, tu vires 1 200 € pour Nina, et on passe à autre chose. Elle croyait vraiment que j'obéirais. Il n'y a plus rien à pardonner, maman. Seulement des leçons à apprendre. Elle a cligné des yeux, puis est partie. Tu le regretteras. Sienna parle déjà à un avocat. Quelques heures plus tard,
Un message de Sienna, puis une alerte email. Un nouveau compte de service public ouvert à mon nom. Une signature falsifiée, copiée depuis ses contrats d'événements. Jonah a vu le document. Il te piège. Tu as besoin d'aide. Hélène Rod, avocate. Elle ne plaisante pas. Ce soir-là, à l'hôpital, j'ai regardé les moniteurs clignoter. J'enviais cette machine. Des lignes claires, sans confusion. Si la gentillesse se fait piétiner, ai-je murmuré, alors la loi devra parler à sa place. Le lendemain, j'ai rencontré Hélène Rod dans le Marais. Cheveux argentés, yeux ayant vu toutes les manipulations. Je lui ai montré tout. Actes, relevés, plan de table, l'email instable, la vidéo de ma mère. Vous avez largement assez, dit-elle. Nous procéderons à l'expulsion et envisagerons la diffamation. Vous les avez soutenus pendant des années. Il est temps d'arrêter de saigner. J'ai signé. Elle a hoché la tête. Ils seront assignés dans la semaine. Le soir, mon téléphone débordait. Sienna avait weaponisé l'histoire. Ma photo signant des documents. Il l'a fait le jour où un patient est mort sous ses soins. Chloé a fermé son téléphone. Ils n'ont pas besoin de preuves, juste quelqu'un à blâmer. Hélène a appelé le lendemain. Sienna a déposé une requête. Leur argument ? Vous êtes mentalement instable. Ils citent votre traitement pour insomnie après le décès de votre femme. Mon deuil est maintenant une arme légale. Seulement si vous le permettez. Avez-vous des preuves de leur dépendance financière ? J'ai tout. 7 ans. Jonah est passé avec une clé USB. Cet appel où Sienna mendiait de l'argent. Tu pourrais trouver ça utile ? La voix de Sienna. Tu es le seul avec de l'argent, Léo ? Le portefeuille de la famille. Sois utile pour une fois. La preuve de la cupidité et du mépris. Hélène a appelé en quelques minutes. C'est ça. Ça coupera à travers chaque mensonge. On l'apporte au tribunal. Cette nuit-là, j'ai conduit sans but dans les rues silencieuses, les flocons de neige brouillant les bords des lampadaires. À la radio, Douce Nuit jouait faiblement, une mélodie trop calme pour la tempête qui avait pris racine en moi. Je me suis garé sur un pont, surplombant la Seine gelée, moteur en marche, et j'ai fixé l'eau sombre en contrebas. Mon reflet dans la vitre ressemblait à quelqu'un d'autre, quelqu'un qui avait passé toute sa vie à s'excuser d'avoir raison. Pendant des années, j'avais confondu endurance et paix. Maintenant, je connaissais la différence. Le silence garde la nuit calme, me suis-je dit. Mais le silence trop long devient son propre péché. Quand je suis rentré, Chloé dormait sur le canapé, une couverture remontée jusqu'au menton. J'ai éteint la lumière, me suis assis à côté d'elle un moment et ai laissé la maison se calmer autour de nous. La tempête dehors s'apaisait, mais la guerre à l'intérieur de notre famille ne faisait que commencer. Le palais de justice du Val-de-Loire était plus petit que je ne l'avais imaginé. Des portes vitrées pâles striées de givre, un bourdonnement silencieux de radiateurs luttant contre la neige. L'audience a commencé à 9 heures précises. Je me suis assis à la table des plaignants, à côté d'Hélène, mon avocate, tandis que ma mère, mon père et Sienna prenaient leur place de l'autre côté de l'allée. Le jeune avocat de Sienna avait l'air nerveux, serrant une tablette et évitant tout contact visuel. Le juge est entré, cheveux gris et calme, et l'huissier a appelé à l'ordre. Il s'agit de l'affaire Valère contre Valère, a lu le greffier. Expulsion et contre-plainte concernant une mauvaise gestion financière. L'avocat de Sienna s'est levé en premier, la voix tremblant légèrement. « Votre honneur, mes clients souhaitent déclarer que M. Valère a démontré un comportement erratique, une instabilité émotionnelle et un abus de contrôle financier. Cette action ne concerne pas l'argent. Il s'agit de protéger des parents vieillissants d'un fils qui a perdu son chemin. » Ma mère a hoché la tête vigoureusement, les yeux luisants d'un chagrin bien répété. Hélène s'est levée lentement. Sa voix, quand elle a parlé, a tranché l'air comme une lame propre. Parlons de protection alors. Mon client a payé toutes les factures, l'hypothèque et les primes d'assurance liées à cette maison pendant 7 ans. Il en est le seul propriétaire légal. Ses parents y vivent à ses frais. Et pourtant, quand lui et sa fille mineure ont été exclus du rassemblement familial de Noël, où 28 autres personnes, y compris des voisins et des clients commerciaux, étaient représents, il a pris une décision légale de mettre fin à l'arrangement. Le juge a levé un sourcil. « Vous avez la preuve du paiement »
Hélène a placé un épais dossier sur le banc. Reçu d'hypothèque, virement bancaire, facture de service public et relevé de couverture médicale, tous à son nom. L'avocat de Siena a objecté. Non pertinent pour... Le juge a levé une main. Rejeté. Continuez. Puis Hélène a appuyé sur un bouton de son ordinateur portable. Les haut-parleurs de la salle d'audience se sont remplis de la voix enregistrée de Siena. Tu es le seul avec de l'argent, Léo. Tu es essentiellement le portefeuille de la famille. Sois utile pour une fois. Le silence a balayé la salle. Même le cliquetis des stylos s'est arrêté. Siena a baissé la tête. Ma mère est devenue pâle. Mon père a juste fixé la table, mâchoire serrée. Hélène a laissé l'enregistrement se terminer, puis a dit « Votre honneur, ce n'est pas un homme qui a abandonné sa famille. C'est un homme qui a refusé de continuer à être exploité par elle. » Le juge s'est tourné vers moi. « Docteur Valère, souhaitez-vous ajouter quelque chose ?» Je me suis levé, mes paumes pressées contre la table. Ils ont dit qu'il n'y avait pas de place pour ma fille au dîner de Noël. Pas de place à la table de son propre sang. Il y avait 28 chaises ce soir-là, et d'une manière ou d'une autre, aucune pour elle. J'ai fait mon choix parce que je ne la laisserai plus jamais s'asseoir dehors, à la fenêtre de sa propre famille. Ma mère s'est soudainement levée, la voix brisée. C'était un malentendu. Elle aurait pu rester si elle avait demandé. Le marteau du juge est tombé une fois, sec. « Madame Valère, vous allez vous rasseoir. » Hélène a tendu au juge un dernier papier. Le plan de table avec l'écriture de ma mère. Chaque invité listé, sauf Chloé. Au dos, la facture pour l'événement de Siena datée de la veille de Noël. Le juge l'a examinée calmement, puis a regardé par-dessus ses lunettes. Le tribunal juge l'ordre d'expulsion valide. Le titre de propriété est au nom de Monsieur Léo Valère. L'opposition ne fournit aucun fondement juridique. Un murmure a rempli la salle. La main de ma mère a saisi le bord de la table. Siena a évité mon regard. Quand la session s'est terminée, j'ai rassemblé mes papiers. Alors que nous sortions dans le couloir, ma mère est passée à côté chuchotant « Tu le regretteras ». Peut-être, ai-je dit. Mais aujourd'hui, la vérité a eu sa place à la table. Dehors, la neige dérivait sur les marches du palais de justice. Chloé attendait près de la porte, manteau zippé, les yeux cherchant les miens. « C'est fini ?» demanda-t-elle. « Pour l'instant. » J'ai posé ma main sur son épaule. « Rentrons à la maison. » Mais le calme n'a pas duré longtemps. Le soir venu, mon téléphone vibrait sans fin. Les camarades de classe de Chloé avaient trouvé les images du tribunal. Quelqu'un avait divulgué le clip de ma mère criant. Ils se moquèrent de sa voix, puis se moquèrent de Chloé pour partager mon nom. Puis est venu un email de mon père. « Tu as fait ce qu'il fallait, mais ne reviens pas. Ta mère ne te pardonnera pas. » Une demande de message a suivi d'un journaliste local. « Nous aimerions vous interviewer sur l'affaire. L'histoire prend de l'ampleur. » Je me suis tourné vers Chloé, qui lisait les mêmes nouvelles sur son téléphone. Elle a levé les yeux, calme mais stable. « S'il mente, dit-elle, alors laisse le monde entendre la vérité. » J'ai hoché la tête. La neige tapotait doucement contre la fenêtre. « On le fera, lui ai-je dit. On a déjà commencé. » Quand nous sommes sortis ce soir-là, le ciel était blanc comme du papier. Chloé l'a regardé et a chuchoté « Alors maintenant quoi, papa ?» J'ai souri faiblement. « Maintenant, ai-je dit, on vit selon ce qu'on a défendu. 2 ans se sont écoulés avant que la maison ne ressemble enfin à la paix. L'air d'été parisien chatoyait de chaleur et les cerisiers de notre jardin se penchaient sous des grappes de fleurs roses. Chloé avait maintenant 18 ans, faisant ses bagages pour l'université à Lyon. Elle avait choisi la psychologie, pour comprendre pourquoi les gens blessent ceux qu'ils aiment. Avait-elle dit avec un sourire en coin. Je travaillais toujours de nuit aux urgences. Parfois, j'enseignais aux résidents pendant mes jours de congé. La vie s'était calmée en quelque chose de stable. La maison de Chenonceau avait été vendue depuis longtemps. Le jeune couple qui l'avait achetée m'avait envoyé une carte postale le printemps dernier. Nous avons planté des cerisiers le long de l'ancienne clôture. Merci de nous avoir donné un départ. Je l'avais épinglé sur le frigo, juste à côté de la lettre d'acceptation de Chloé. Mes parents louaient maintenant une petite maison près d'Orléans,
vivant principalement de leurs économies de retraite. Nous ne nous étions pas parlé depuis près d'un an. Puis, un après-midi, une lettre est arrivée dans ma boîte aux lettres. L'écriture était reconnaissable, celle de mon père, tremblante mais délibérée. « Léo », commençait-elle. « Nous avons tous perdu quelque chose dans ce combat, mais au moins Chloé a gagné. Ça doit compter pour quelque chose. » Il n'y avait pas d'excuse, juste une admission enveloppée dans une résignation tranquille. À l'intérieur de la même enveloppe, une coupure de journal pliée. Ma mère l'avait ajoutée. Pas de signature, juste son parfum flottant légèrement sur le papier. Le titre disait « Pas de place pour la cruauté à ma table ». Une vieille interview que j'avais donnée des mois après le procès. Elle ne m'avait pas écrit, mais elle avait gardé l'article. C'était sa façon de parler sans se rendre. Ce soir-là, le ciel rougissait d'or. Chloé mettait la table sur la terrasse. 2 assiettes, 2 verres de limonade. Je suis sorti et elle a dit « J'ai ajouté une 3e chaise au cas où quelqu'un voudrait se joindre à nous un jour. » Sa voix était légère, mais le sens était profond. J'ai regardé la chaise vide, puis elle. « Tant qu'ils savent ce que ça signifie de la mériter, ai-je dit. Elle a souri. « Alors elle sera toujours là, en attente. » Mon téléphone a sonné à ce moment-là. Le nom de Sienna a clignoté sur l'écran. J'ai hésité, puis j'ai répondu. Son visage est apparu, plus vieux d'une certaine façon, les yeux cernés d'épuisement. « Je voulais dire que je suis désolée, » dit-elle doucement. Je pensais que rester aux côtés de maman était la seule façon d'être aimée. J'avais tort. Je ne savais pas quoi dire, alors je ne l'ai pas fait. Elle a fait un petit signe de tête et a mis fin à l'appel avant que le silence ne devienne gênant. Quand je me suis retourné, Chloé regardait l'horizon, la lumière du soleil attrapant ses cheveux. Les fleurs de cerisier se balançaient dans la brise chaude. Mon téléphone a sonné à nouveau. Hélène. « Félicitations, » dit-elle. « Le transfert final est terminé. Vous êtes libre et clair, légalement et financièrement. C'est fait. »« Merci, » ai-je dit, et je le pensais. Après l'appel, j'ai rejoint Chloé à la table. Elle a regardé la 3e chaise à nouveau et a dit doucement « Maintenant la table est enfin complète. N'est-ce pas, papa ?» J'ai regardé à travers le jardin, les pétales dérivant comme de la neige dans la lumière ambrée. « Elle est complète, » ai-je dit, « et elle le sera toujours pour ceux qui ont mérité leur place. » Elle a levé son verre et j'ai levé le mien. Pendant un long moment, aucun de nous n'a parlé. L'air du soir portait le parfum léger des fleurs de cerisier et des rires lointains d'un autre jardin. Il y a 2 ans, il n'y avait pas eu de place. Maintenant, chaque chaise était un choix. J'ai pensé à cette nuit aux urgences, au pain froid et à la demi-orange, à la fille qui était rentrée honteuse mais toujours gentille. Tout ce qui avait suivi avait été pour lui rendre ce qu'il lui avait enlevé. Un siège à la table, une place qui était la sienne. Si quelqu'un me demandait maintenant si je regrettais ce que j'avais fait, je lui dirais ceci. Je regrette seulement les années où je suis resté silencieux. Parce que parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire pour la famille, c'est tracer la ligne où la gentillesse se termine et où la dignité commence. Parfois, la famille ne vous brise pas avec des mots forts. Elle vous brise avec le silence, avec la chaise vide qu'on ne vous a pas offerte. Mais la guérison commence au moment où vous décidez de construire votre propre table, même si elle n'accueille que 2 personnes au début. J'ai appris que les limites ne sont pas de la cruauté. Elles sont la preuve que votre gentillesse a enfin appris à se défendre. Si cette histoire a touché quelque chose en vous, prenez une seconde pour respirer, pour penser à qui, dans votre vie, mérite une place à votre table. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si elle t'a touché, laisse un like, écris en commentaire ce qui t'a le plus parlé et abonne-toi à la chaîne. Beaucoup d'autres histoires arrivent. Ce n'est pas la fin de la mienne, c'est seulement le début de quelque chose de meilleur.